je vais enchaîner avec la présentation du rapport, mais juste un mot sur cette soirée qui est en effet dont le point de départ est ce rapport, mais dont le but est plus généralement d'ouvrir un espace de réflexion avec des professionnels du soin et de l'accompagnement, bien sûr pour faire retour sur la période de la première vague dont on va parler, mais aussi sur la période avant Covid et sur la période que nous vivons actuellement. Finalement, la première vague est vue comme un moment particulièrement révélateur de difficultés, mais aussi des forces qui ont pu être celles des organisations et des personnes. Donc, on va effectivement parler de notre enquête avec Anne-Caroline. Et puis, on aura deux tables rondes qu'on a prévues. Donc, on a prévu deux tables rondes. Une table ronde qui consistera en des retours d'expérience, une table ronde qui consistera en des perspectives, avec des prises de parole assez courtes pour permettre une interactivité. N'hésitez pas aussi, évidemment, à réagir. Voilà. Alors, je vais... ouais, super. Merci beaucoup. Une autre slide de titre. Voilà. Alors, simplement pour dire quelques mots de la genèse et des objectifs de cette enquête. Donc, on est en mars 2020. À l'Espace Éthique, on crée l'Observatoire Covid-19 Éthique et Société. Et ce qu'on a beaucoup fait, ce sont beaucoup de réunions téléphoniques à cette époque, entre nous bien sûr, mais aussi avec des professionnels sur le terrain. Donc des groupes de travail se sont montés, grand âge, handicap, grande précarité, réanimation, fin de vie, rite funéraire, et la liste n'est pas exhaustive. Et c'est dans ce contexte que nous nous sommes aperçus qu'un travail vraiment d'éthique méritait d'être mené sur ce qu'on appelle alors, et ce qu'on appelle toujours, la souffrance des soignants. Mais cette expression souffrance des soignants nous est apparue assez rapidement comme insuffisante peut-être et peut-être un peu stérilisante aussi pour la réflexion éthique. Donc il y ait bien sûr des souffrances et de grandes souffrances parmi les soignants, mais d'une part, comme l'a dit Fabrice très bien, l'usage exclusif du mot souffrance nous oblige à envisager les soignants comme des êtres surtout passifs, alors que nous voulions nous interroger, nous, sur les réflexions qui étaient à l'œuvre et entamer une réflexion avec les professionnels que nous interrogions. Et d'autre part, au-delà des soignants, nous voulions aussi faire apparaître une diversité d'angles de vue et un pluralisme. Donc, dans le monde des soignants, donc aussi bien parmi ceux qui accueillaient ou prenaient en soin des patients atteints de Covid, que ceux qui travaillaient dans d'autres services ou d'autres établissements. Et puis aussi, on voulait aller au-delà des soignants, vers les non-soignants, parce qu'on avait l'intuition qu'il y avait et qu'il y a une forte interdépendance à la fois dans les pratiques, dans les représentations entre les métiers administratifs, les techniciens, les agents d'entretien, qui ont été confrontés aussi à de grands changements à l'occasion, à la faveur de cette première vague. Et vous verrez que cette intuition me semble s'être avérée plutôt juste à la lumière des échanges qu'on a eus avec les professionnels. Alors bien sûr, il y a eu plein de rapports sur la souffrance, le burn-out, les risques psychosociaux qui ont fait l'objet de beaucoup de travaux passionnants. Il y a de nombreux dispositifs de gestion de la souffrance, de groupes de parole, des lieux d'écoute, des lignes d'écoute. Mais ce qui nous intéressait, c'est que, et c'est peut-être l'apport spécifique de l'éthique, il nous semblait intéressant de relier donc les vécus, les souffrances à des analyses des causes notamment de ces vécus et de ces souffrances par les personnes qui sont aux premières loges concernées par ces changements dus à la première vague. Très rapidement, quelques mots sur la... Je ne sais pas si ça marche les flèches. Merci.
sur la méthodologie qu'on a utilisée. Donc, en effet, 38 entretiens qu'on a menés par téléphone. En moyenne, ils ont duré 53 minutes. On a posé de questions. On a demandé aux professionnels qu'on a interrogés, pardon, ça commence très mal. Ce qu'ils faisaient, dans quel contexte ils travaillaient, ce qu'ils vivaient, quels mots ils mettaient sur leur vécu, est-ce que le mot souffrance leur paraissait adapté. On leur a demandé aussi comment ils analysaient leur vécu, quelles étaient les causes selon eux de ce qu'ils étaient en train de vivre, comment ils faisaient face, ce qu'on a appelé ici stratégie d'adaptation, et comment ils vivaient, comment ils jugeaient, estimaient les marques de reconnaissance qui leur étaient adressées à travers les applaudissements notamment de 20 heures, mais aussi à travers ce qu'on a appelé le mouvement d'héroïsation des professionnels, mais surtout des soignants en fait, pendant cette première vague. Et donc là, vous avez la liste des personnes qu'on a interrogées, que je ne vais pas détailler ici parce qu'elle figure aussi dans le document, mais ça illustre le fait qu'on n'a pas interrogé que des soignants, mais vous le voyez, des personnels administratifs, des travailleurs sociaux, un technicien hospitalier, une agente d'entretien et deux bénévoles en EHPAD. Voilà. Bonjour à tous, merci aux courageux qui sont venus jusqu'ici. Alors, pour ma part, je vais vous dire quelques mots des raisons que les professionnels invoquent pour expliquer ce qui a pu être difficile à vivre pour eux pendant cette période-là, de la première vague. Alors, ce qu'on peut dire avant toute chose, c'est que dans leur grande majorité, les difficultés dont les professionnels nous ont parlé, les difficultés étaient déjà là avant la crise, on le sait, et la crise les a effectivement exacerbées. Alors, pour cette première partie, sur les difficultés, je vais insister ici rapidement sur quelques points qui ressortent particulièrement de l'enquête. Alors, le premier point, c'est le manque de moyens, puisque ce manque de moyens, en fait, est venu créer ou rendre plus aigus des dilemmes qui se posent aux professionnels et qui auraient pu être évités ou du moins atténués si les choses avaient été un peu mieux anticipées. Et c'est ce qu'exprime ici cette infirmière à domicile. Donc, je cite, on ne sait pas si nous, voilà, on peut être quelquefois un peu fiévreux, tout ça, et puis se dire, voilà, est-ce qu'il faut continuer à aller travailler ou pas, ou bien s'arrêter. Enfin, c'est compliqué, quoi, sachant qu'en plus, on manque de personnel. Alors, par ailleurs, notre enquête a montré que la crise était venue exacerber un certain nombre de lignes de tension qui étaient déjà présentes avant. Voilà, elle a fait ressortir un certain nombre de conflits, que ce soit entre les soignants et les administratifs, par exemple, mais aussi entre ceux qui étaient sur le terrain et ceux qui étaient en télétravail. Mais il y a eu aussi, à l'inverse, à certains endroits, un regain de solidarité. Et c'est ce qu'exprime ici cette sage-femme qui dit, je cite, « La surcharge de travail nous a rendus plus individualistes, mais là, on avait la même cause, le Covid-19, on allait le combattre ensemble, cela a ressoudé les équipes. » Alors ensuite, dans le contexte de la première vague et de toute la désorganisation qui lui est associée, tout ça a clairement eu un impact sur la qualité de l'encadrement des étudiants en santé. C'est-à-dire que pour beaucoup, ils avaient beaucoup de mal à comprendre ce qu'on attendait d'eux, précisément parce que leur rôle et leur mission n'étaient pas clairement définis. Comme l'exprime ici ce psychologue qu'on a entendu en entretien. Il dit, je cite, « Il y a des élèves infirmières qui sont arrivées pour aider et très clairement, elles ont eu l'impression d'être laissées à l'abandon, d'être maltraitées. Je crois que ce qui donne de la souffrance, c'est quand quelqu'un ne sait pas ce qu'on attend de lui. » Voilà, et on sait que certains étudiants ont été, disons, livrés à eux-mêmes et ont été amenés à réaliser des tâches qui dépassaient largement leurs compétences. Autre point sur lequel nous souhaitions insister, c'est le fait qu'à certains endroits, l'exigence de rentabilité a pu être reléguée, du moins temporairement, au second plan. Les priorités, soudainement, n'étaient plus les mêmes, et ce qui fait que certains professionnels ont pu de cette façon retrouver ce qui constitue pour eux, disons, l'essentiel de leur métier. Et c'est le cas ici de cet infirmier qui
qui dit « On a pu faire du soin comme on devrait faire du soin chaque jour, ce qui nous a permis d'être présents ici et maintenant. Par exemple, pour cette dame qui a perdu son mari, de pouvoir m'asseoir sur son lit et de prendre sa main et faire du soin relationnel. » Alors ici sur cette slide, on est plus sur des difficultés inédites et non des difficultés déjà anciennes et exacerbées par la crise. On est plus sur quelque chose d'inédit d'après ce que nous ont dit les professionnels, au sens où effectivement, si certains d'entre eux ont l'habitude d'être dans leur pratique confrontés à la mort, ils n'y ont jamais été confrontés, disons, avec cette ampleur-là et dans ces conditions. Et je cite ici les propos d'une aide-soignante. Voilà, on nous dit, votre métier, vous l'avez choisi. Bien sûr qu'on l'a choisi, mais on a choisi de soigner les gens, on n'a pas choisi de les enterrer. Moi, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi mon métier, mais on n'est pas prêt à vivre des choses pareilles, on n'a pas été formé pour. Dernier point sur cette première partie, on le sait, hein, notamment en raison des interdictions de visite, notamment dans les EHPAD, de nombreux professionnels se sont sentis, du moins dans un premier temps, forcés d'agir en contradiction avec leurs valeurs, ce qui a évidemment été extrêmement difficile à vivre pour eux, et c'est ce qu'exprime ici cette réanimatrice qui dit « J'ai été extrêmement choquée, mais vraiment c'était très difficile pour moi d'envisager de ne pas laisser rentrer les proches. Ça m'a vraiment ébranlée et ça allait à l'encontre de mes valeurs. » Alors, juste quelques mots sur les enjeux de reconnaissance. Alors, je ne vais pas tellement insister là-dessus, mais c'est juste pour souligner le fait que derrière toutes les difficultés que je viens d'évoquer, il y a en fait des enjeux de reconnaissance. Alors, juste rapidement, 3 points à ce propos. Il y a l'idée que de nombreux professionnels se plaignent d'une mauvaise communication, voire d'une absence de communication avec les décideurs et les directions notamment. Et ils souhaiteraient que les décisions qui les concernent puissent être prises en concertation avec eux. Autrement dit, que leur point de vue et leur avis puissent être mieux reconnus et entendus. Deuxième point à ce sujet, ce manque de reconnaissance, il prend aussi la forme d'un décalage entre, d'une part, la réalité des responsabilités de ces métiers et d'autre part, les représentations qui sont véhiculées autour de ces métiers. Comme l'exprime ici cette infirmière, ils, en parlant des politiques, n'ont jamais posé le pied dans un hôpital, ils ne savent pas combien de temps ça prend pour faire un soin. Et dernier point, c'est l'idée que les professionnels semblent parfois tenus de rester dans leur rôle social de professionnels, c'est-à-dire sans qu'ils se sentent autorisés à devenir eux-mêmes malades ou vulnérables. C'est-à-dire qu'on attend d'eux effectivement, plus ou moins consciemment, qu'ils soient capables de se montrer résistants et adaptables à preuve, qu'ils soient prêts aussi à mettre leurs préférences de côté. Et je pense ici par exemple au fait qu'un soignant pouvait être envoyé dans une unité Covid pour y travailler alors même qu'il n'en avait pas exprimé le souhait. Alors, j'en viens à cette troisième partie, donc sur l'adaptation. Ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de clarifier les différentes manières que pouvaient avoir les professionnels de s'adapter. Et nous avons dégagé quatre modalités d'adaptation différentes que les professionnels peuvent adopter pour faire face au changement. Alors, les 2 premières qu'on voit ici consistent à agir sur la situation, et les 2 autres sur la slide qu'on verra juste après consistent davantage à agir non pas sur la situation, mais sur soi-même. Alors, la première modalité d'adaptation consiste à composer avec la situation, c'est-à-dire tenter d'agir sur la situation pour aboutir à un compromis ou à un arrangement. L'objectif, c'est ici d'agir pour essayer de préserver un certain équilibre ou bien de rétablir cet équilibre. Et en pratique, il y a différentes manières d'aboutir à un arrangement. Ça peut être en se montrant créatif, inventif. Ça peut être aussi en se montrant conciliant, souple, agile. Et je vous propose ici cet exemple d'une infirmière en réanimation qui précisément ici s'autorise une marge de manœuvre par rapport à la règle, autrement dit qui s'autorise une certaine souplesse dans l'application de cette règle. Elle dit, je cite, « On avait limité à 2 les visites et j'ai des collègues qui rentraient dans le strict 2, mais un patient qui est en fin de vie, s'il a sa femme et ses 2 filles qui sont là, je ne vais pas dire c'est 2. Il y en a une qui ne rentrera pas. Je fais rentrer les 3 parce que je passe au-delà de la règle par rapport à ma conscience. »
Alors, la seconde modalité d'adaptation consiste ici à agir sur la situation, mais dans le but d'aboutir à une transformation radicale du cadre, donc une transformation de l'organisation des soins, des conditions de travail notamment, ce qui suppose ici de consentir à ce qu'il y ait nécessairement un temps de rupture ou de déséquilibre de la situation. Ce qui peut se traduire notamment par une attitude critique, par la dénonciation d'injustice, par la désignation de coupables ou de responsables. Il peut aussi s'agir de se mobiliser pour faire valoir ses droits. Alors pour illustrer cette posture, je vous cite ces propos d'une infirmière libérale particulièrement indignée et révoltée qui dit, je cite, « J'ai 2 collègues qui sont morts. Si des choses avaient été faites, ils ne seraient peut-être pas morts. J'en veux vraiment au gouvernement qui ne nous entend toujours pas. Il faut vraiment que le gouvernement ouvre ses oreilles. Il y a un ras-le-bol, ça va partir en vrille. » Alors, ces 2 autres façons de s'adapter qu'on voit ici consistent, comme je disais, davantage à agir sur soi-même plutôt que sur la situation. La première, supporter la situation, supporter les difficultés. On peut dire que pendant la première vague en particulier, les professionnels étaient nombreux à s'adapter de cette façon-là, c'est-à-dire en prenant sur eux, en puisant dans leurs ressources. Et l'objectif ici, c'est d'essayer malgré tout de conserver un certain équilibre, même si cet équilibre est souvent quand même assez instable. Et adopter cette posture, c'est aussi parfois flirter avec ses limites, comme le dit ici cette cadre de santé. Je me suis proposée parce que j'aime beaucoup les défis, donc je fonctionne un peu comme ça. Je suis quelqu'un qui donne l'impression d'assurer. Alors donc j'ai assuré, ça c'est sûr, mais à quel prix? Aujourd'hui, je me rends compte de ça. Voilà. Et pour finir, donc la dernière modalité d'adaptation consiste toujours à agir sur soi-même, au sens où l'on constate que l'on est face à une perte totale de son équilibre et que finalement la seule solution qu'on entrevoit à ce moment-là, c'est de se retirer de la situation pour ne plus en souffrir et tenter de trouver un nouvel équilibre ailleurs. Et ça peut se traduire à minima par un arrêt maladie ou bien par un changement de poste, voire un changement de métier, voire à l'extrême un passage à l'acte suicidaire. Et je vous cite ici ces propos d'une infirmière libérale qui a effectivement décidé à un moment de changer de mode d'exercice. Elle dit, je cite, « Je n'en pouvais plus, je ne voulais pas être un mauvais soignant, donc j'ai préféré partir de l'hôpital. » Et on peut dire que depuis le début de la crise, on le sait, les professionnels sont nombreux à avoir perdu, disons, leur équilibre professionnel, voire le sens de leur métier. Alors rapidement sur ce schéma qu'on voit et qui résume ce que je viens de dire, on voit sur la partie gauche les 2 premières postures dont j'ai parlé, composer et transformer, où ici il s'agit d'agir sur la situation, donc soit en trouvant un compromis, soit en visant une transformation radicale, parce que précisément la situation est perçue par ces professionnels comme étant modifiable. Et à l'inverse, sur la partie droite, on retrouve les 2 autres postures où il s'agit davantage d'agir sur soi-même, soit en prenant sur soi, soit en se retirant de la situation, précisément ici parce que cette situation est perçue comme n'étant pas modifiable. Je te laisse la parole pour la suite. Merci. Donc on avait aussi, comme je l'ai dit, une partie surtout sur l'héroïsation, les marques de reconnaissance, mais tout particulièrement l'héroïsation, c'est-à-dire qu'on demandait aux personnes qu'on interrogeait ce qu'ils pensaient de l'héroïsation dont ils faisaient parfois l'objet. Ici, on a pu distinguer 4 types de réactions à cela. Des gens qui appréciaient l'héroïsation, et qui ne s'incluent pas forcément dans les héros, en général, les gens qui apprécient l'héroïsation. Ils ne conçoivent ainsi pas forcément d'amertume à ne pas se sentir félicités ou héroïsés eux-mêmes, précisément parce que ce sont des autres qui sont héroïsés. C'est-à-dire qu'on a remarqué que l'héroïsation était assez mal vécue par ceux-là même qui en étaient l'objet. Je vais citer qu'une seule des 2 citations. Les applaudissements le soir, moi ça me met des émotions, mais au plafond, ce sont des héros franchement. Et puis, on a beaucoup aussi entendu une critique qui pointait une héroïsation, le fait que l'héroïsation était une héroïsation de circonstance ou opportuniste. C'est très gentil de leur part, sauf que quand il a fallu manifester, j'ai pas vu beaucoup de monde avec nous.
Je vais vite, hein. La critique d'une héroïsation sélective et inégale. Beaucoup ont constaté qu'il y avait plusieurs degrés ou plusieurs niveaux dans l'héroïsation. Finalement, des hiérarchies implicites entre soignants qui accueillent des personnes atteintes de Covid, différence aussi entre les soignants qui sauvent des vies, entre guillemets, et ceux qui prennent soin de personnes en fin de vie. Des soignants qui ne prennent pas soin de patients Covid, et enfin entre soignants et non soignants. Donc 4 types de hiérarchie. Et puis enfin, l'embarras, la gêne face à une héroïsation qu'on juge parfois inappropriée ou disproportionnée. Ce sont souvent des gens qui disent nous ne sommes pas des héros, nous faisons simplement notre métier, nous on fait ce métier, ce n'est pas pour être un héros, on veut juste faire ça parce qu'on aime notre métier. Et souvent, à travers cette gêne, en fait, s'exprime une certaine vision du soin, ou plutôt une réaction à une vision du soin comme une vision du métier de soignant comme quelque chose une vision sacrificielle, voilà, du métier de soignant. Là, c'est simplement l'idée que c'est un métier comme un autre, qu'il n'y a pas de et que héroïser les soignants, c'est une façon de justifier que les soignants doivent sacrifier leur vie privée pour la collectivité. Voilà, j'ai réussi à le dire. Donc, pour conclure sur cette partie-là, la plupart des professionnels qu'on a interrogés se montrent sceptiques, embarrassés, irrités ou en colère à l'égard des marques de reconnaissance qu'ils reçoivent. Et comme je l'ai dit, hein, là, il y a quand même une différence qui apparaît parmi les professionnels entre celles et ceux qui revendiquent la dimension surérogatoire, c'est-à-dire aller au-delà de son devoir, ou sacrificielle du soin ou de l'accompagnement, et d'autres qui, au contraire, entendent faire respecter un droit à une vie privée, ceux qui disent « ce n'est qu'un métier ». Voilà, c'est encore à moi de parler, je crois. Hein. Et puis, on a une partie aussi dans notre rapport que je vais résumer très rapidement sur le concept de souffrance éthique qu'on a défini, qu'on a présenté à partir des théorisations qui en ont déjà été faites, notamment par la psychodynamique du travail et Christophe Dejour, mais aussi dans le contexte américain à travers l'expression moral distress par Jameson. Donc, on propose une définition de la souffrance éthique, accomplir, suivant des règles ou des objectifs que l'on se sent obligé de suivre, des actes que l'on réprouve moralement. Ce qu'on essaye de faire apparaître, c'est que la souffrance éthique est une forme d'expérience éthique parmi d'autres. Le malaise éthique diffère de la souffrance éthique dans le sens où les actes que l'on accomplit ne sont pas forcément réprouvés par celui qui agit. Ces actes peuvent inspirer un certain inconfort sans qu'on les réprouve forcément moralement. C'est le cas de cette responsable qualité dont je vais quand même citer le propos. Donc, au début, ce qui a été très difficile, c'est quand il y avait pénurie, parce qu'il fallait expliquer qu'un masque chirurgical, c'était comme un FFP2, mais tu sais très bien que ce n'est pas pareil en fait. Elle était quelque part obligée de mentir, disons les choses, parce qu'elle savait que ce n'était pas pareil, et elle disait qu'un masque FFP2, c'était pareil qu'un masque chirurgical, mais elle n'était pas forcément en désaccord avec cette directive, dans la mesure où elle considérait que c'était tout de même nécessaire et que faire autrement aurait mené à de grandes difficultés. Voilà. Ensuite, il y a deux autres formes d'expérience éthique que nous avons distinguées. Donc, l'inquiétude éthique, se trouver dans une situation d'incertitude, d'hésitation ou de dilemme éthique. Là, ce qui diffère des deux précédentes, c'est qu'il y a une autonomie décisionnelle de celui qui agit. Donc ce médecin coordinateur en EHPAD nous dit «
Je ne les avais pas forcément testés, je ne sais pas, il y a une espèce de posture de tout le monde. On n'envoie pas les vieux à l'hôpital et ça a changé. Donc, elle parle ici du fait que les personnes hébergées n'étaient pas forcément testées, mais c'est elle qui décidait de ne pas les tester, mais elle était mal à l'aise par rapport à ces décisions qu'elle prenait. Et cette inquiétude, ce qui est intéressant, c'est qu'elle perdure après les décisions. Et il y a enfin l'accord éthique qui existe, qui apparaît même souvent, des personnes qui sont en accord avec elles-mêmes. J'ai travaillé 11 ans dans le service, je me sens prête à me confronter à ma hiérarchie si jamais ils ne sont pas d'accord, mais les gens qui viennent en renfort ou les étudiants, c'est normal qu'ils n'arrivent pas forcément à franchir ce cap-là. Et on a aussi élaboré un petit schéma à partir de tout ça. Selon que il y a une autonomie décisionnelle, hein, c'est ce qu'on a ici exprimé par la perception d'un pouvoir d'agir. Quand il n'y en a pas, ça nous mène soit à la souffrance éthique, soit au malaise éthique, selon qu'il y a ou non une réprobation morale. Et puis, de l'autre côté de l'arbre, s'il y a perception d'une autonomie décisionnelle, si l'agent sent qu'il a une marge d'action, alors il peut, selon qu'il trouve ou non une issue à son questionnement, soit être inquiet, soit être en accord éthiquement avec lui-même. Voilà. Et puis, je vais te laisser conclure. Merci Paulo. Oui, donc juste pour finir, quelques points de vigilance qui sont sur cette slide, mais que je vais essayer de résumer rapidement en 3 grandes idées. La première, c'est que selon nous, il faut faire attention aux mots que l'on emploie. Et dans ces mots que l'on emploie, il faut veiller à rendre compte de la richesse des vécus et de la richesse des réflexions des professionnels du soin et de l'accompagnement. Pour le dire autrement, il faudrait, nous semble-t-il, se garder de toute homogénéisation, parce qu'il y a eu de la souffrance, certes, mais il y a eu aussi, comme on l'a déjà dit, hein, de la colère, de la sidération, de la gêne. Et si on ne parle que de la souffrance des professionnels, on risque de simplifier les choses et d'appauvrir la réalité et la richesse de leur vécu. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que les professionnels, on l'a déjà dit aussi, mais ressentent et expriment un manque de reconnaissance. Et ce manque de reconnaissance est lié à une certaine méconnaissance des réalités de leur métier. Et donc, nous semble-t-il, il y a un travail à réfléchir et à mettre en place pour contribuer à mieux faire connaître ces différents métiers. Alors, mieux faire connaître ces métiers auprès du grand public. Donc, il pourrait s'agir, par exemple, d'organiser des rencontres et des débats à destination des collégiens, des lycéens, des étudiants, et puis de leur donner davantage d'opportunités de réaliser des stages d'observation à l'hôpital, par exemple. Quand on parle de méconnaissance, il y a aussi une méconnaissance entre les corps de métier, entre les professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire que concrètement, l'aide-soignant ou l'aide-soignante ne sait pas forcément quelles sont les missions et les responsabilités de celui ou celle qui travaille au niveau du secrétariat, par exemple. Et donc, il s'agirait ici de trouver des moyens, des dispositifs pour rendre plus visibles les rôles et les responsabilités propres à chacun de ces métiers. Voilà. Et la troisième et dernière idée, c'est que au-delà de cette méconnaissance, il y a beaucoup de professionnels qui disent et qui nous ont dit aussi dans les entretiens avoir perdu le sens de leur métier. Et pour essayer humblement d'apporter des réponses à cette crise de sens, il s'agirait selon nous de promouvoir davantage une culture de la concertation et du dialogue, ce qui supposerait que les professionnels soient davantage consultés, qu'ils puissent partager leur avis, leurs réflexions, notamment quand il y a des décisions importantes à arbitrer.
et a fortiori des décisions qui ont des répercussions dans leur pratique. Mais ce qui supposerait aussi que l'on garantisse qu'il y ait au sein des établissements et services des espaces-temps qui précisément rendent possible ce dialogue et cette écoute. Et à ce propos, les structures éthiques qui existent localement au sein des établissements et des services, qu'il s'agisse, peu importe l'appellation, de comités, de commissions, de groupes de réflexion, ces différents lieux de la réflexion éthique sont susceptibles, selon nous, d'être des lieux propices précisément à cette culture du dialogue et de l'écoute. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion, et nous vous remercions pour votre attention. Merci. Et je voulais dire peut-être une dernière chose qu'on a oublié de dire, c'est que dans le rapport, il y a des contributions extérieures d'autres personnes qui ont travaillé sur ces questions et aussi une contribution notamment de Fabrice sur le travail qu'il a réalisé sur les EHPAD, Fabrice Xil, notamment une contribution de Valérie Gâteau à partir du travail qu'ils ont réalisé donc de la chaire de l'hôpital. Voilà, c'est 2 exemples, mais il y en a, je crois, 8. Ah ben, si vous voulez, on peut déjà discuter de ce qu'on vient de vous présenter là. Est-ce que vous avez éventuellement des réactions, des questions, des remarques? Voilà. Merci de votre attention et de m'accorder la parole, puisque moi, je suis retraité. Je suis membre de 3 associations de malades et de proches de malades qui ont des troubles psychiques. Et c'est un sujet, justement, qui n'est pas abordé suffisamment souvent, l'éthique, les relations avec les proches. Donc, n'hésitez surtout pas à mentionner les associations, puisqu'il y a beaucoup de travail à faire, et je peux même vous citer des articles venant des pays étrangers, montrant qu'il y a beaucoup de pays qui font beaucoup mieux. Merci de votre attention. Vous parlez des associations de personnes. Oui, alors il y a, bon, je vais donner les 3 noms, hein, j'ai rien à cacher. L'UNAFAM, la majorité des participants, des membres, ont un enfant qui a souvent une maladie grave comme la schizophrénie. Je suis membre de l'association SchizoWi. SchizoWi, la plupart des membres ont des troubles bipolaires. Et je suis membre de l'association... attendez, je me suis trompé. SchizoWi, c'est des troubles schizophréniques également. Et c'est Argos 2001, dont les membres sont la plupart atteints de troubles bipolaires. Merci beaucoup. Vous parliez le sens des mots. Et il y en a un quand même qui m'interroge, c'est par rapport à l'héroïsation. C'est est-ce que quelqu'un a pu mettre en avant l'influence du discours guerrier ambiant, je sais bien du discours guerrier ambiant, face à cette maladie, face aux morts même, hein, on faisait faire des monuments aux morts, hein, c'était 14-18, quoi, littéralement. Est-ce que quelqu'un, l'influence de ça a été mis en avant ou pas? Parce que je pense qu'il y a une véritable influence de ce discours guerrier dans ce processus d'héroïsation. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé lors de la 2e vague. La 2e vague, ça a été le discours inverse. Il n'y a plus d'héroïsation. Et on s'est retrouvé avec des soignants l'impression d'être une armée en déroute. C'est-à-dire qu'on avait gagné la première bataille, on avait gagné la guerre. Et puis là, on était en situation d'échec et on venait de perdre la guerre. Et il n'y avait plus d'héros. Il n'y a plus d'héros. Et au contraire, il y a eu des attaques contre les soignants, directes, frontales. Il n'y a plus d'applaudissements, au contraire, on sait même qu'il y a eu même des rejets parfois, de peur de contamination. Donc est-ce que quelqu'un a émis ce discours guerrier et l'influence de ce discours guerrier ambiant de nos politiques, de nos médias, de tout le monde, hein, il n'y a pas d'accusation là-dessus. On n'a pas cité ici les verbatims parce que ça aurait été trop long, mais des gens qui disaient que, par exemple, ce que disait Anne-Caroline, ils ne pouvaient pas être malades, par exemple, ou que l'héroïsation était aussi une façon de justifier des difficultés qu'ils subissaient finalement, comme si eux étaient étaient invulnérables. Donc il y a eu beaucoup de discours dans ce sens-là. Il y a eu aussi quelqu'un qui disait à peu près ce que vous dites, mais évidemment je ne peux pas le citer de tête, mais peut-être qu'Anne-Caroline s'en souvient. Quelqu'un qui disait quand je rentre chez moi,
on a peur que je sois vecteur du virus, etc. Tu te souviens qui c'était ça? Non, c'était plus. Vous disiez, monsieur, le fait que, je ne sais plus le terme que vous avez utilisé, mais que voilà, il y avait cette héroïsation et après ce retournement ça se transforme en attaque contre les soignants. Et effectivement, alors ça, c'était pas dans les entretiens, mais il y avait effectivement des histoires de soignants qui étaient montrés du doigt dans leur immeuble comme étant voilà. Et après aussi, là pour le coup, c'était dans nos entretiens, effectivement, des soignants qui disaient avoir été accusés au sein de leur propre service où ils travaillent, d'avoir eux-mêmes véhiculé le virus et d'avoir tué des patients. Voilà. Mais c'était cet exemple-là que tu avais en tête. C'était ça que j'avais en tête. Et c'était assez présent pour répondre à vos questions. Ouais. Et aussi ce que ça m'évoquait, ce que vous disiez. Bon, c'est un peu une banalité de dire ça, mais effectivement, quand il y a une crise, notamment comme une pandémie, c'est connu depuis très longtemps qu'il y a des phénomènes. C'est bipolarisé, c'est-à-dire à la fois la désignation de bouc émissaire et en même temps en face des figures positives à type de héros. Voilà, donc quelque chose qui est comme ça très, très, très polarisé. Et il me semble que justement la réflexion éthique a un rôle à jouer pour essayer de déconstruire ces représentations-là et d'apporter de la nuance dans tout ça.